Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de NAS4 TV pour l'émission Questions d'actualité. Avant de passer la parole aux deux intervenants de ce jour, je voudrais d'abord circonscrire le cadre de cette émission. Comme son nom l'indique, c'est une émission qui se rapporte à l'actualité brûlante et qui se base sur des thèmes les plus variés. Des thèmes politiques, des thèmes sportifs, des thèmes culturels, des thèmes économiques. Et nous débattrons en fait de ces questions d'actualité en lien avec ces thèmes-là, soit avec un invité, soit avec deux invités comme aujourd'hui, soit avec plusieurs invités, chacun intervenant à tour de rôle après les questions posées par le journaliste qui conduira en fait le débat. Et aujourd'hui, c'est moi, votre humble serviteur, qui va conduire le débat entre les deux intervenants qui sont programmés ce jour. Alors, c'est partant de ce fil conducteur que l'émission va servir de trame pour le débat qui va avoir lieu. Alors, ces débats, nous espérons, comme c'est la première émission, ce sera le début d'une longue série qui va instaurer une tradition des débats, d'échanges constructifs, mais également enrichissants, aussi bien pour les uns que pour les autres. Et pour ce qui est du thème du jour aujourd'hui, nous avons retenu la question électorale en République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, les élections ont été organisées en 2011 en République démocratique du Congo. Cela a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on en reparle avec les réformes qui ont été apportées sur base de ces remarques, sur base des critiques qui ont été faites contre la CENI. Nous allons en débattre pour voir si les réformes en question peuvent permettre, c'est d'ailleurs la question même de notre émission, la réforme de la Commission nationale indépendante CENI peut-elle permettre des élections démocratiques, libres et transparentes en République démocratique du Congo. Aussi bien bientôt pour les élections provinciales et locales dont on parle tant, mais également pour les élections législatives et présidentielles qui sont programmées en 2016. Alors, nous allons tenter de répondre à cette question avec le concours de deux intervenants que nous avons invités ce jour. Il s'agit de M. Augustin Mukamba, qui est le président de l'association Banacité, et de M. Pascal Bilenga, qui est le représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, pour le représentant de l'UDPS en Suisse. Alors, ceci dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et la première question, je la pose à M. Augustin Mukamba, s'il peut en quelques mots se présenter pour les internautes qui nous suivent sur NAS4 TV. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous l'avez bien dit, je suis Augustin Mukamba, membre de l'association Troisième Force Banacité, où j'ai le privilège d'être, comme on dit en hébreu, mermou, c'est-à-dire les premiers parmi tous, mais on est tous au même niveau. Un mouvement qui défend, qui donne de l'espoir à ceux-là qui étaient un peu fustigés, qui étaient un peu égarés, qui avaient perdu l'espoir, qui pensaient qu'ils ne pouvaient servir que de marche-pied aux autres. Un mouvement d'éveil, et nous vivons le moment d'éveil aujourd'hui où le peuple, ce petit peuple qui pendant longtemps a servi de marche-pied, commence à prendre conscience avec des actions que nous menons à travers le monde, parce qu'il n'y a pas qu'en RDC, vous avez suivi partout maintenant à travers la planète. C'est cette force-là, cette troisième force, ces gens-là désespérés qui aujourd'hui commencent à prendre conscience, et c'est le même mouvement aussi en RDC que nous avons mis en place, qui est en train de faire son chemin et qui évolue jusqu'à présent. Donc voilà la petite autoprésentation que je peux faire sans dire plus. Et je m'en veux faire la même démarche auprès de M. Pascal Bilenga, qui est le représentant de l'UDPS. Je sais que votre formation politique, elle n'est plus à présenter, mais si, parce que c'est vous en fait qui êtes là, qui la représente aujourd'hui, si vous pouvez vous présenter en quelques mots sur en fait votre itinéraire politique. Bien, merci monsieur le journaliste. Comme vous venez de l'évoquer, je suis monsieur Bilenga Wamukuma Di Pascal.
représentant de l'UDPS en Suisse. Je suis licencié en économie. J'ai travaillé à la Banque centrale auprès du gouverneur Sambwa pendant 4 ans et je me suis retrouvé en exil en Suisse. Depuis que je suis en exil en Suisse, j'ai toujours été membre de l'UDPS. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je milite toujours pour l'UDPS. Je suis dans l'UDPS et dans l'idéologie de l'UDPS. En ce qui concerne l'introduction, dans quelques jours, ce serait un grand jour pour les Congolais. Donc, notamment le 30 juin. J'en profite pour donner du courage à mes compatriotes. Car le 30 juin, c'est un jour très, 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 très important pour nous. Pour que nous puissions, pas se refermer, mais analyser l'avenir du Congo, car le peuple est anéanti à sa plus petite expression. Nous devons réagir. Je trouve pas ça. Donc, pour évoluer dans notre débat et rester dans le fil conducteur de notre thème de ce jour, en fait, maintenant, je m'en vais poser des questions en rapport avec les élections en République démocratique du Congo. Alors, moi, j'aimerais qu'on parte de 2011, parce que je pense de 2 personnes qui sont là, au travers de leurs associations, au travers de leurs partis politiques, elles ont été partie prenante pour les élections de 2011. Ce que je voudrais savoir, c'est d'abord, en premier lieu, vous avez été partie prenante, quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de cette expérience-là, avant qu'on puisse revenir sur les réformes qui ont été introduites dernièrement pour la CENI. Monsieur Pascal Bilan. Voilà, merci monsieur le journaliste. Moi je pense qu'il n'y a rien à retenir. Nous sommes victimes d'une certaine escroquerie politique. La volonté populaire au Congo a été confisquée. Les Congolais ont été aux urnes, ils ont voté au suffrage universel, monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le pouvoir en place, donc que moi j'appelle le service public, l'establishment, continue de diriger le pays par défi sous les coups des armes. C'est inadmissible. C'est ainsi que notre argument de taille, jusqu'aujourd'hui, nous réclamons simplement la vérité des urnes. Mais est-ce que vous ne pensez pas, avant de redonner la parole à M. Mukamba, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce débat-là est un peu dépassé au niveau de la vérité des urnes? Non, en aucun cas. En aucun cas, ça ne peut être dépassé. Pourquoi? Nous, vous et moi, quand nous allions à l'école ici, à l'étranger, on nous dit que quand il y a fraude dans une élection, c'est nul et non avenu. Et pourquoi ce serait le cas pour le Congo? Donc je ne vois pas pourquoi ce serait un faux débat. Le peuple a élu la personne de son choix. Mais il faut laisser cette personne diriger le pays. Arrêtons, chers amis. C'est pour ça que nous, notre argument de taille, nous réclamons la vérité des urnes. Dans aucun pays du monde, nous avons vu cela. Seulement au Congo, je ne sais pas pourquoi. Mais si, je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole avec vous, mais pour essayer d'éclaircir un peu nos internautes, mais s'il arrivait qu'aujourd'hui, on reconnaisse en fait la vérité des urnes au niveau de présidentiel, mais maintenant, que fera-t-on pour les parlementaires? Que feront pour les parlementaires? Oui. Mais, monsieur le journaliste, vous savez que ça, c'est un problème crucial. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Congo, je prends l'exemple du Sénat, parce que vous évoquez le Parlement et les parlementaires. Le Sénat au Congo, aujourd'hui, a un mandat sans limite. C'est-à-dire que pourvu qu'on ne dérange pas, on reste sénateur à vie. Les parlementaires qui sont là, je ne sais pas quelle légitimité ils ont, car ils sont issus d'une élection émaillée de la corruption et de la fraude. Le rapport Carter l'a évoqué. Récemment, le rapport du PNUD sur la croissance, la croissance de l'humanité l'a évoqué encore. Le gâchis qu'a causé l'escroquerie politique au Congo. Le rapport de Doing Business l'a évoqué. Beaucoup bien de gens l'ont dit.
Donc, chez nous, moi, je ne sais pas, il n'y a pas de légitimité. Le Parlement, là, c'est un Parlement de réquisition. Moi, j'appelle ça un Parlement de réquisition, où on est là, on choisit, écoutez, M. Mukamba, puisque c'est une vieille connaissance, on le laisse passer comme parlementaire. Voilà. Et M. Mukamba, vous qui avez été aussi partie prenante pour ces élections-là, au travers de votre association, vous avez été même candidat aux élections présidentielles pour 2011, et je sais aussi que vous avez retiré votre candidature. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu tirer des enseignements sur cette expérience-là? Évidemment, je suis très content que certaines choses que j'aurais voulu dire, vous l'avez déjà précisé, j'étais candidat. Et dans quelles conditions? Il faut dire que je suis un des premiers qui a pris les risques. Je suis un de ceux-là qui finalement a réussi à mobiliser, convaincre, discuter, même avec nos amis qui ne voulaient pas de cette voie-là. Et au prix même des fois de notre vie, parce qu'il y a eu des conditions posées là-dessus. Mais peu importe, quand on veut quelque chose, on tient, on se prépare et on y va. Deuxièmement, j'ai retiré ma candidature et je crois que cela vient rejoindre votre question. Quelles sont les leçons que j'ai tirées de 2011, parlant des élections? Je crois qu'il y a plusieurs leçons. Mais avant de tirer les leçons, est-ce que je peux savoir pour quelles raisons vous avez retiré votre candidature? Parce que vous avez été candidat. C'est lié. Oui, d'accord. C'est lié. Okay. Ouais, c'est lié. C'est là où je vais vous donner certaines raisons. Je vais essayer de les regrouper faute de temps. Je pense que la classe politique congolaise, nous avons encore à apprendre. Apprendre beaucoup. La formation n'est jamais finie. Hein? C'est pas trop tard pour apprendre. Le monde évolue. Il faut apprendre à s'adapter, mais tout en conservant aussi vos valeurs. Vous n'allez pas les vendre. J'ai constaté que dans la classe politique, il y a une volonté de faire, de changer, d'aller de l'avant. Mais ma remarque, c'est que on n'est pas prêt. Parce que la volonté, c'est une chose, la connaissance, c'est une autre aussi. Ce sont deux choses différentes. J'ai remarqué qu'au Congo, on fait encore la vieille politique. Tout à l'heure, M. Bilenga a soulevé un point très important, en parlant par exemple des parlementaires qui sont nommés au goût et au choix, des choses comme ça. Donc vous ne reconnaissez pas ce Parlement? Je ne suis pas encore sur les points parlementaires, je suis encore sur les leçons à tirer. Oui, je vous laisse continuer. Et sur ces leçons, il y a l'égoïsme qui nous a détruits. Et je me pose vraiment la question si les leaders congolais, quand nous nous positionnons, quand nous postulons, c'est vraiment pour un intérêt communautaire. L'égoïsme était un des points qui nous a mis à mal et qui a aussi favorisé le retrait de ma candidature. Il y a aussi la formation. J'ai vite senti que les leaders politiques, nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous avons loupé une mission, la plus importante. C'était de préparer la base. C'était de préparer le peuple. C'était d'enseigner, de les encadrer. J'ai remarqué aussi qu'il y a eu l'ignorance. Là aussi, je prends mes responsabilités comme leader politique, que moi-même et une bonne partie aussi de la base, l'ignorance a beaucoup joué. Vous comprendrez que quand il y a eu cette initiative, d'abord au début, beaucoup de gens n'ont pas voulu des élections. Oui. Parce qu'ils rejetaient le pouvoir en place et ils ne voulaient pas, ils disaient qu'aller aux élections, c'est légitimer le pouvoir en place. Il y a eu plusieurs débats, plusieurs réflexions qu'on a menées. Nous nous sommes dit, connaître et ne rien faire, c'est plus cruel que la personne qui tue. Alors à un certain moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes, comme on dit. Il fallait faire face. Mais comment faire face? On a reçu un premier coup, c'était, on a modifié la Constitution, disant qu'on va aller à un seul tour. Quand on a vu ça, on s'est réunis avec les amis, on a dit, c'est vrai, la Constitution a été modifiée, mais on peut détourner ça. Avec cette manière qu'ils ont faite, en fait, c'est un piège qu'ils se sont tendus eux-mêmes. Alors, nous devons aussi changer la stratégie du travail. Sur ces, il faut 1 contre 1 pour faire les poids, les contrepoids.
Ça ne sert à rien d'aller 5 ou 10 contre 1. Ça serait le légitimer effectivement comme la rue l'a dit. J'étais les premiers à montrer l'exemple. J'ai dit sur ce, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commence moi par retirer ma candidature. Oui. Ce n'est pas par abandon, mais je la retire pour donner l'exemple et que tous les leaders politiques fassent ainsi, qu'on se mette tous, enfin, tous les leaders qui sont acquis au changement bien sûr. Qu'on se mette autour d'une table. À ce moment-là, on va discuter premièrement du programme parce que je suppose tout celui qui prétend diriger ces pays-là avait un programme. Oui. Donc on ne peut pas travailler ensemble si on ne voit pas les choses de la même manière. Donc essayons de mettre sur place, disons, ensemble nos stratégies et nos programmes de société. Sortons un seul programme. Ça serait la première étape. Et pendant ces travaux, je suis sûr que les valeurs vont se dégager. On saura directement qui pourra faire quoi. La deuxième étape sera, une fois les programmes confinés, on arrête une stratégie de travail sur terrain. Et une fois on a fini ces deux étapes, viendra le choix, moi je n'appelle pas du leader, je considère le choix du miroir. Parce que finalement, celui qui sera en tête ne sera qu'un miroir pour refléter tous ceux-là qui vont travailler autour de lui. Il y a eu quelques bonnes volontés comme Gaspard Hibert Kokolonsi en France. Il y a eu des travaux qui se sont passés aux États-Unis avec les amis comme Ben Mboyo et tous les autres. Il y avait, je crois, Ben Kalala et tout et tout. Les gens, en tout cas au niveau de l'extérieur, les travaux ont bien cheminé. Et à un certain moment donné, on a vu aussi au niveau de Kinshasa où il y avait blocage, il y a eu tentative de faire le même cheminement, avec notamment le leader Maximo Etienne Tshisekedi, qui a réussi quand même à faire venir M. Léo Kenguadondo. Et puis, il devait y avoir une suite avec Vital Kamerhe et tous les autres. Ben, nous, en tout cas, au niveau de l'extérieur, toutes les batteries étaient en marche. On était prêts, on a mis à plat nos candidatures. On attendait un signal fort, par respect et par amour du patrie. Et bien, malheureusement, ceux qui sont venus de l'intérieur, vous avez vu les résultats, ils ont mis et les paquets, et les noms, et leur notabilité en jeu, finalement, pas pour donner du poids à cette nouvelle idée, mais c'était plutôt pour saper le travail qui s'était bien préparé. Malheureusement, le résultat est là. Donc, toutes ces leçons-là ne doivent pas passer inaperçues pour l'avenir. Mais pour cheminer, en fait, dans votre façon de voir les choses, vous avez préconisé la stratégie de 1 contre 1, mais croyez-vous que cette stratégie-là allait obtenir gain de cause? Parce que les résultats des élections de 2011, aussi bien au niveau des observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ils sont arrivés à la conclusion que ces élections-là ne sont pas crédibles. Donc, même si on avait appliqué votre stratégie, je pense que quelque part, étant donné la hauteur de fraude dans ces élections-là, on allait toujours se retrouver avec le cafouillage que l'on a connu. Vous ne pensez pas? Je vais utiliser le langage que j'utilise souvent quand je parle aux miens, c'est-à-dire à tous les peuples congolais, surtout aux Banacité. J'ai toujours dit que c'est facile de magouiller sur 49 et 51. C'est facile, parce que là, il y a encore confusion. Non, ça fait 50-50, non, ça fait ceci, 49, quelque chose. Mais entre 20 et 80, comme disent les Suisses, ou bien 20 et 80, comme disent les Belges, il n'y a pas photo. Et d'où est venue la méfiance? C'est justement les chiffres qui semblaient donner n'est pas donné. Et je me dis que si toutes les voix acquises au changement, en tout cas étaient réunies, il n'y a pas photo. Il n'y avait pas à attendre la promulgation par l'ancien bureau. Les choses étaient bel et bien claires. Mais croyez-vous que le président qui est en place, parce que d'autres sources affirment que pour lui, les élections qui sont valables, c'est celles en fait que lui gagne, croyez-vous qu'il allait être en mesure de reconnaître sa défaite? Je reprends encore mes mots les plus simples. Entre 80 et 20, il n'y a pas photo. Et dans ces cas, on fait quoi? On s'est plié. C'est clair, non? C'est pas magique? Non, il y a la force. Quelle force? La force, c'est qui? La force militaire. La force militaire. Je ne suis pas contre les militaires, mais laissez-moi vous faire une autre démonstration. Vous savez, la population congolaise est faite de combien de... combien ils sont, le peuple congolais?
On parle de 60 millions, mais il n'y a pas eu de recensement. Voilà, il n'y a pas de recensement, on parle environ de 60 millions. Oui. Vous savez, notre armée est composée de combien de militaires? Non, ça change souvent. Ouais, mais ça n'atteint même pas les 10% des soi-disant 70 millions. Oui. On est d'accord? Oui. Pour dire que la force du peuple restera la force du peuple. Et qui vous dit que l'armée est contre le peuple? Mais elle ne se manifeste pas, c'est clair. Mais l'armée, c'est un service de discipline. L'armée, c'est une armée, d'après les normes internationales, elle est censée être apolitique et républicaine. On est d'accord? C'est vrai qu'il peut y avoir une partie dans notre armée qui est soit, je dirais, un peu tribaliste ou choisie, mais laissez-moi vous dire que devant le feu de la majorité, devant un peuple préparé, enseigné, encadré, et bien, je dirais, bien prêt pour la révolution, l'armée, au début, il suit des ordres, mais après il change. D'ailleurs, il y a un principe en armée qui dit que les ordres mal donnés ne s'exécutent pas. Okay. Alors, oui, monsieur Pascal, vous voulez en fait apporter une précision? Une précision. Je vous en prie. Par rapport aux propos de monsieur Mukamba. Vous savez, chers amis, chaque dictateur qui arrive au pouvoir, la première des choses, c'est rétablir l'ordre public. Et l'instrument pour rétablir l'ordre public, c'est l'armée nationale. Il se fait que M. Kabila est arrivé au pouvoir en 97, en 96 avec son père, en libération de notre pays. En fait, ce n'était pas une libération, c'était des agents de Kagame pour occuper notre territoire. Jusqu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas d'armée. Nous sommes sous occupation étrangère. L'armée qu'on utilise, c'est des rebelles, c'est de l'aide qu'on demande au Rwanda, de l'aide qu'on demande ailleurs. Donc, le problème que M. Mukamba vient de poser tout à l'heure, ce serait difficile parce que nous ne sommes pas en train de nous battre entre nous, où la discipline ne vient pas de chez nous. Vous avez vu, il y a eu des rebelles qui sont venus d'ailleurs après les élections. Donc ça, c'est un problème qu'on doit revoir. Pourquoi on ne restructure pas l'armée? Parce que c'est fait exprès, justement pour ces problèmes-là. Parce que si nous avions notre armée, je ne pense pas que la situation allait se détériorer comme ça n'est aujourd'hui. Oui. Mais si vous dites ça, moi je ne sais pas si on peut vous croire, parce que l'une des conséquences des élections de 2011, c'est que le président Etienne Tshisekedi, il est gardé, il est en résidence surveillée, même si on dit que ce n'est pas une résidence surveillée comme telle, mais ça a tous les allures d'une résidence surveillée, mais il est gardé par des policiers congolais qui s'expriment. De la MONUSCO, nuance. De la MONUSCO, c'est pas en fait les gens... C'est Missi qui a envoyé des agents de la MONUSCO qui gardent Tshisekedi chez lui. Là, c'était pendant les élections, non? Même aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'est pas en résidence surveillée, alors? Bien sûr que s'il est en résidence surveillée, pourquoi? S'il veut aller vers la ville, on l'interdit. Mais ou s'il veut aller vers Tchango, vers Massina, rendre compte à la population, on l'interdit. Pour aller voir son médecin, il faut qu'il y ait une autorisation. Il n'est pas libre de ses mouvements. Mais néanmoins, donc vous confirmez qu'en fait, ils assurent sa sécurité? C'est un homme d'État. On peut assurer sa sécurité. Oui. C'est un président de la République. Non, parce que moi je sais qu'il y a une autre version au niveau de l'UDPS qui établit que non, il est gardé prisonnier. Non, il ne peut pas être. Il est assigné à résidence surveillée. Oui. Mais pas libre de ses mouvements. Il peut aller voir son médecin. Il peut, quand il a perdu chez nous on dit son rival, le mari de sa tante, de sa belle-sœur, il est allé rendre visite, présenter des courtoisies. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que si nous revenons au problème de l'armée, il me semble que vous êtes en train de me contester, monsieur le journaliste. Mais depuis combien de temps il se passe des choses dans l'Est, dans le Kivu? Mais elle est où cette armée pour aller défendre le territoire congolais dans le Kivu? Je ne sais pas. Si vous avez vu une armée aller se battre contre les Rwandais, nous agacent. Ils se sont battus, mais ils ont été battus. Ils ont été battus. Oui.
Alors, c'est bien. Mais vous venez d'évoquer le nombre de la population, bien qu'il n'y ait pas eu de recensement. Non. Les Congolais sont plus nombreux que le Congo. Les Rwandais. Absolument. Mais comment ça se fait qu'on se fait battre par ce petit pays, grand, costaud, par des chars et autres choses? Non, c'est entretenu. Soyons sérieux, il n'y a pas d'armée. Depuis que Kabila est arrivé au pouvoir, il n'a jamais restructuré l'armée congolaise. Et c'est fait exprès, parce que le désordre est entretenu. C'est un agent. Kagame le dit, il a dit à Oxford, le mal du Congo, le problème congolais, c'est un manque de leadership. Mais peut-être pour essayer de vous apporter une précision, l'actuel chef d'état-major de FARDC, Oui. c'est le général Didier Utumba. Il est congolais. Et il est même, je dirais, il est congolais de père et de mère. C'est un droit. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Non, parce que vous semblez dire qu'il n'y a pas d'armée. Moi, je vous dis qu'il y a une armée avec un chef d'état-major général qui est congolais, comme vous et moi. Oui. J'ai dit la restructuration. Oui. L'armée, il y a. Mais la restructuration, nuance, sont deux choses distinctes. Il peut y avoir une armée qui n'est pas restructurée. Vous parlez de ce monsieur Etumba. Oui. Il y a un monsieur Olenga qui était ici, il y en a tant d'autres. Mais le problème, c'est qu'il faut bien former cette armée-là. Mais pourquoi on recourt toujours à l'aide extérieure? L'autre fois, j'ai vu, quand ça a éclaté encore à l'Est, j'ai vu Kabila aller à Luanda, voir Eduardo Santos, négocier une armée. Il repart chez Kagame pour négocier encore une... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas, on ne comprend plus rien. Qui défend qui? Mais il dit qu'il y a toujours des mercenaires dans ce pays-là. Voilà le problème. C'est ça ce qui nous inquiète. Bien. Nous, dans l'UDPS, nous pensons que la première des choses, quand on arrivera au pouvoir établi, nous, c'est de restructurer la force publique. Okay. C'est bien noté. Alors, je ne sais pas si M. Mukamba voulait ajouter quelque chose, parce que moi j'estime qu'on peut évoluer. Mais il n'y a pas de souci. On peut évoluer parce que je reste dans le fil conducteur. Ok. Donc je vous ai donné les leçons qu'on a tirées. Eh bien, allons sur... Ce qu'il faut faire maintenant pour appliquer en fait les leçons qu'on a tirées. Voilà. Exactement. Alors, donc le 27 avril 2013, il y a une nouvelle loi qui a réformé la CENI, qui a été promulguée par le président Kabila à cette date-là. Et le 7 juin 2013, soit pratiquement près de 2 mois, l'Assemblée nationale a entériné la composition de la CENI avec l'abbé Malou Malou comme président de cette organisation. Alors, il y a 6 membres pour le bureau et 7 pour siéger à la plénière, ce qui fait un total de 13 personnes. Et je voulais en fait savoir en fait ce que vous pensez, M. Mukamba, de réformes qui ont été apportées au niveau de la CENI actuellement. Si vous trouvez qu'elles épousent en fait vos desiderata que vous venez d'élaborer tout à l'heure, ou bien s'il y a une dichotomie. Merci pour cette question si importante. J'ai la loi avec moi ici, la loi organique modifiant et complétant la loi numéro 10, BARC 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. En fait, j'ai un sentiment de regret, un sentiment déjà de regret, d'amertume, de voir les comportements, comme je l'ai dit, de premièrement nous, leaders politiques, parce que là il faut dire que parmi les remarques que moi j'ai subies, il n'y a pas eu de leaders politiques qui ont réagi par rapport à ça, il n'y a pas eu de réaction. Et puis la naïveté, si vous pouvez me passer le terme, qui nous anime. On nous parle des réformes, déjà il parle des commissions électorales indépendantes. Je ne sais pas si ces réformes telles que faites, cette commission, on peut déjà la considérer d'indépendante. Je me dis qu'il faut trouver une autre déjà dénomination. C'est une commission qui est dépendante, je crois, du régime actuel.
parce que là, il y a, je dirais, un complot qui a été fait contre la nation. En fait, déjà sur les fonds, de la manière dont ils ont... et il faut 3 de l'opposition, et puis encore, je crois, 3 de la société civile, hein, si j'ai bonne mémoire en tout cas. À moins que je puisse me tromper, mais en tout cas, il y a un rapport de Fox. Je crois qu'en fait, pour apporter un éclaircissement à nos internautes, d'après les notes que moi je peux prendre, il y a 13 membres au niveau de la CENI. Il y a 6 qui en fait dépendent de la majorité présidentielle, 4 proviennent de l'opposition et 3 de la société civile. Voilà, merci pour ces précisions. Alors, mais c'est clair, 6, je me pose la question, c'est une mini-assemblée nationale qui est refaite au modèle et aux conditions que nous connaissons actuellement, un échantillon qu'on a appris, ou c'est véritablement un instrument, un outil, parce que constitutionnellement parlant, la CENI, c'est un instrument, c'est un outil d'appui à la démocratie. Ce sont des éléments qui doivent accompagner la jeune démocratie congolaise, si elle sera en marche ou si elle est en marche, ça reste à vérifier. C'est comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est comme la Commission sociale et économique, ce sont des instruments. Et déjà, de par cette connotation, de par cette fonction, à mon entendement, je suppose que c'est un bureau qui doit être apolitique. C'est un instrument qui doit être mené par les spécialistes, les technocrates ou les techniciens. Et au vu du cafouillage politique et des méfiances qui se passent sur la scène politique, moi y compris, je suis victime, et je suis aussi parmi ceux-là qui se méfient, hein, je dois le dire ouvertement, je pense qu'il aurait été mieux de confier cet instrument à un organisme soit international et véritablement neutre, avec une certaine crédibilité. Mais que les conditions cadres soient créées par la classe politique, qu'on tombe d'accord. Oui. Je citerai l'exemple, par exemple, de la Fondation Jimmy Carter, que nul ne peut mettre en doute sur la fiabilité des résultats, et ainsi de suite. Ce sont des genres d'organismes qui peuvent faire de la même manière qu'ils le font pour les guerres ou pour entretenir la guerre à l'Est, au lieu de faire appel à la Monique et tout ce que vous connaissez. Mais dans un tel cadre, en tout cas honnêtement, je pense que ça devait être un instrument à part, apolitique, et qui devait porter confiance. Ça, c'est sur les fonds. Et sur la forme et la composition actuelle, telle que vous l'avez énumérée, 6 de la majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile, donc on se partage les gâteaux. C'est clair. Oui. Dites-moi, ceux qui sont de la majorité, dans cette boîte, dans ces coffres de la CENI, qu'est-ce qu'ils auront comme objectif et comme travail, si pas défendre et entretenir le maintien de leur position comme groupement politique au sein des activités ou à la tête de l'État. Ceux de l'opposition soi-disant institutionnelle, qui sont là, eh bien, les rôles, c'est bien défini. La société civile, n'en parlons pas, on ne sait pas, ils sont là pour être manipulés ou c'est vraiment véritablement la société civile telle que, définie telle que nous connaissons. Au vu de tout cela, honnêtement, je reste méfiant. Mais il y a quand même quelques portes pour qu'on puisse détourner cette manière de faire. Et nous avons déjà loupé une des portes, malheureusement. Laquelle? Mais il y a encore d'autres qui restent. Laquelle? Laquelle? Oui. Je ne mettrai pas de l'eau dans la bouche. J'ai souffert, moi. M. Bilenga est là, il est membre de l'UDPS. J'ai souffert et j'ai regretté du rejet de l'offre à l'UDPS dans cette institution. J'aurais cru elles ont avancé la que c'est pas grave. Non. Mais cela, je ne veux pas non plus aller de personne à personne. Oui. J'ai suivi la conférence, les 2 interventions d'ailleurs faites par M. Félix Tshisekedi. Oui. Eh bien, je les ai regrettées. Je ne reviendrai pas en détail, mais je les ai regrettées. Mais je supposais, connaissant M. Félix Tshisekedi, sa personnalité, son honnêteté, sa franchise des fois de dire aussi des choses, étant officielle, prenant position comme officielle, sa réaction n'aurait pas eu le même impact que la réaction qu'il peut ou qu'il pourra avoir tout en étant hors cette institution. C'est ce que j'ai regretté. Parce qu'il serait dedans, bien que minorisé ou bien que dans les conditions qui sont là, oui. Mais comme officiel qui prend position, il aurait pesé plus.
Mais en fait, ces prises de position n'allaient pas être suivies parce que, comme vous le dites vous-même, il allait être minorisé. Bien sûr, mais officiel. Oui, mais avant, il y a eu une mise en place au niveau de la CNI avant que Malumalu puisse prendre le relais. Une mise en place a été faite par Ngoï Mulunda pour des raisons dont on ignore pourquoi il a fait cette mise en place-là. Je me dis peut-être c'est l'une des raisons qui peuvent expliquer le refus de M. Félix Tshisekedi d'occuper ce poste-là. Écoutez, dans les réformes, dans l'économie des textes qu'ils nous présentent, ils disent parmi ces réformes, il y a la plénière qu'ils ont instaurée. Et moi, je reviens toujours sur mes mots en disant que un des acquis au changement, en la personne de M. Félix Tshisekedi, officiel, prenant position comme officiel, même si la boîte ou la commission ne pourrait pas les suivre, mais la population l'aurait bien suivi, et même, soi-disant, la communauté internationale et les acteurs politiques auraient été derrière lui.